Salut. Bien, s'il vous plaît. La porte du conseil, elle ne peut pas rester ouverte. Pourquoi? Elle ne peut pas rester fermée. Parce que la porte du conseil doit être ouverte. C'est Madame Pully qui l'a fait? C'est Madame Pully qui l'a fermé? C'est Madame Pully qui l'a fermé? Hein? Oui. Alors, Madame Pully. Bah, je vais la rouvrir si tu veux. Madame... Bien. S'il vous plaît. Oui, on peut. S'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc je vous propose d'ouvrir la séance du conseil municipal convoquée pour ce jour. Oh là, il y a un écho. Si on peut baisser le... S'il vous plaît, la technique. Donc, je vous propose d'abord de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Madame Vinault. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Donc oui, si à la technique, on peut retirer de la réverb. Là, je ne suis pas en train de... Ce sera pour un autre soir, ça. C'est pas soirée karaoké, là, s'il vous plaît. Allez. Bien, Madame Vinault, je vous laisse faire l'appel. Prenez votre temps. David Lintillac. Présent. Nathalie Vinault, présente. Thierry Réjal, pouvoir à Magali Bellemain. Sandrine Magali Bellemain. Olivier Lavac, pouvoir à Nathalie Vinault. Pauline Cussot. Yves Fontane. Laure Aveline. David De Oliveira. Emmanuel Aladef. Damien Bordereau. Elisabeth Boyer. Didier Durand. Nicolas Mauclair. Laurent Achard. Iris Ferreira, pouvoir à Pauline Cussot. Patrick Roth, pouvoir à David De Oliveira. Mélanie Moussour. Jean-Claude Barbès. Anne Decker. Patrick Gauthier, pouvoir à Xavier Blondas-Gérard. Chantal Pulic. Xavier Blondas-Gérard. Marie-Aline Achoug. Alain Duvivier. Camille Gire. Jean-Luc Perrin. Dominique Véthez. Dominique Poulot. Bien. Le quorum étant atteint, je vous propose donc de commencer par la délibération, par le vote du procès verbal du conseil municipal du 5 avril. J'ai reçu une observation de la part de Monsieur Gauthier pour le groupe Réussir ensemble avec les Bacos. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite la présenter. Monsieur Duvivier, peut-être? C'est infernal. Sinon, on coupe le retour son, parce que... Voilà, super. Donc, comme j'indiquais, Monsieur Gauthier nous a fait part d'une observation sur le PV du Conseil au nom de votre groupe. Je voulais savoir si vous souhaitiez le présenter, peut-être vous, Monsieur Duvivier. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, lors du conseil municipal du 5 avril de cette année, monsieur le maire a envie de vous faire parvenir une convocation. Par la présence, je me permets de rappeler au conseil le cadre législatif qui n'a pas été respecté. Le maire convoque le conseil municipal à chaque fois qu'il le juge utile, article 21-21-9 du CGCT. Et toute convocation est faite par le maire. Article 21-21-10 du CGCT. Les convocations adressées par voie numérique ou par courrier aux conseils municipaux vont mentionner l'ordre du jour de la séance. La convocation doit être rédigée de façon claire et précise. La convocation adressée aux conseillers fixe le lieu de réunion. La réunion a lieu au jour et l'heure indiqués.
sauf exception à justifier. Toutes les délibérations du conseil municipal sont précédées d'une convocation. Une délibération prise par le conseil municipal sans qu'aucune convocation n'ait été adressée à tous ses membres est illégale. Conseil d'État du 19 avril 1985, Cour administrative d'appel de Marseille du 21 février 2005, et il y a de la jurisprudence, c'est pas ça qui manque. Par lettre du 11 avril dernier, le groupe Réussir Ensemble avec les BACO a demandé à Monsieur le maire la copie du document qui doit être envoyé au contrôle de légalité de la préfecture juste après le conseil municipal. Par lettre du 15 avril dernier, j'ai déploré l'absence de réponse et nous avons prévenu Monsieur le maire que nous informions le service de contrôle de légalité de la préfecture. Le 15 avril dernier, 17h45, Monsieur le maire m'a contacté brièvement par téléphone et m'a confirmé formellement l'absence d'envoi par quelque moyen que ce soit de cette convocation. Très contrit d'avoir été oublié à ce conseil municipal, j'ai pris la décision de saisir le contrôle de légalité de la préfecture. La lettre de saisine du contrôle de légalité de la préfecture a été envoyée le 19 avril dernier. Le dossier est, selon mes informations, en cours d'instruction. En parallèle, pour les raisons susnommées et afin que soit respectée la réalité des faits, je ne demande à ne pas être nommé absent sur le compte-rendu du conseil municipal, mais comme non convoqué. C'est quand même pas pareil. Le conseil municipal du 5 avril dernier est donc, comme vous le savez, monsieur le maire, et comme chacun peut s'en douter, susceptible d'être entaché d'illégalité. Je vous remercie pour votre attention. Mais c'est naturel. Moi, je tiens juste à indiquer que M. Gauthier m'a adressé un mail mi-avril au sujet de cette situation. Je confirme que, comme vous l'avez indiqué, que dès que j'en ai pris connaissance, je vous ai contacté. Ça a été mon premier réflexe immédiatement. Donc je vous ai appelé pour vous présenter mes excuses et pour vous donner l'assurance de mon attachement à ce que chaque conseiller municipal soit bien associé aux travaux du conseil. Cette situation, cependant, n'a pas été évoquée pendant le conseil municipal du 5 avril et donc ne peut être inscrit au PV en l'état. Donc voilà ce que je souhaitais vous indiquer, préciser à l'attention du conseil. Donc nous avons aussi reçu des observations de la part de la liste des élus écologistes et citoyens. Alors ces modifications, on propose des différentes modifications qui ne posent pas de problème. Ce que je vous propose par contre, c'est de les intégrer à l'exception de deux modifications que vous avez intitulées suppression rectificative, qui ne seront pas reprises donc, dans le PV. Donc, Monsieur Perrin. Vous pouvez nous préciser ce qui ne sera pas repris ? C'était des modifications que vous aviez souhaité apporter sur... Est-ce que c'est sur les votes, sur les amendements ? Sur le report des votes sur les amendements. Alors, nous souhaitons quand même dire que ce que nous avons demandé, c'est que le point soit conforme à la réalité de la délibération. C'est-à-dire qu'au moment des votes sur les amendements, sur le budget, Monsieur le maire, vous n'avez demandé que les pour. Dans le compte-rendu, vous n'avez demandé ni les abstentions, ni les contre. Dans le compte-rendu, on voit apparaître le nombre d'abstentions et le nom des personnes qui sont sur les contre. Nous contestons cette façon de faire. C'est-à-dire que dans la réalité des faits, vous n'avez demandé que les pour ces deux amendements. Donc nous souhaitons quand même qu'un PV ou un compte-rendu soit conforme à la réalité. Nous avons d'ailleurs dit, dans le message qu'on vous a envoyé, c'est que c'était vérifiable. Je pense que vous l'avez vérifié en écoutant et en regardant l'enregistrement Facebook. Il est très clair que vous avez malheureusement demandé que les pour. Donc, je propose au vote le procès-verbal, incluant donc les modifications que vous avez sollicitées, à l'exclusion de ces deux modifications. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez l'introduction de ces deux modifications. Je ne comprends pas. C'est pas vous. Avez-vous vérifié ? Bien.
Je note votre incompréhension. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas que moi et qu'il n'y a pas que les gens de notre liste qui ne comprennent pas. Parce que je pense honnêtement que certains ont dû vérifier et s'ils sont honnêtes, ils devraient voter contre ce PV si elles ne sont pas introduites. Très bien. Je vous propose donc maintenant de passer au vote. Y a-t-il sur le PV avec les modifications que j'ai indiquées des votes contre ? Il n'y a pas beaucoup de courageux. 9 voix contre. Et il n'y a pas beaucoup de courageux. Y a-t-il des abstentions ? Une abstention, 2 abstentions. Très bien. Merci. Le PV est approuvé. Je vous en remercie. Le point suivant concerne les informations relatives, donc les informations relatives aux décisions prises dans le cadre des délégations données au maire. Donc la décision 2022-29 qui concerne un contrat passé avec un orchestre dans le cadre d'un concert pour le théâtre, dans le cadre des manifestations du théâtre de Verdure. C'est la même chose pour la décision 2022-30, donc pour un autre spectacle qui s'inscrit dans le programme du théâtre de Verdure. La décision 2022-31 correspond au choix de l'association Nuit Féerique pour tirer le feu d'artifice du 14 juillet. La décision 2022-32 concerne la signature d'un contrat de prestation pour la collecte et la valorisation des déchets, qui sont la valorisation des déchets des services techniques de la commune. La décision 2022-33 qui permet de solliciter. Donc oui, c'est une sollicitation de subvention dans le cadre de la DECIL. C'est un projet qui avait été, sur lequel on avait sollicité une subvention dans le cadre de la DETR pour la mise aux normes des écoles de la commune, qui nous avait été refusée, mais on la passe dans le cadre de la DECIL. La décision suivante, 2022-34, concerne un contrat passé avec Initiative 77 pour la réalisation donc, du mur qui soutiendra la stèle sur la place Jeanne Platet, la réalisation d'une dalle et le montage du chalet sur le site de l'école maternelle Robert Le Sourd, et la réalisation de la dalle et le montage du chalet qui sera sur le terrain des carrés potagers. La décision 2022-35 qui concerne la décision de souscrire un contrat relatif à la remise et à la collecte du courrier de la commune suite à la fermeture du centre de tri de Bois-le-Roi. La décision 2022-36 c'est pour l'organisation d'une rencontre pédagogique avec le Quatuor Elmire dans le cadre des manifestations pro-quartet. Ce sera une manifestation qui sera accueillie au collège de Necourt. La décision 2022-37 concerne la fixation des redevances d'occupation du domaine public. Elle revient sur la décision 2022-01 du 7 janvier 2022. Il y avait une correction à apporter, suite à une erreur matérielle sur les tarifs. La décision 2022-38 qui concerne la signature d'un marché pour la réalisation d'un équipement sportif ouvert de type street workout qui sera réalisé au stade Langenargen. La décision 2022-39 concerne une convention avec Pro-Quartet pour la réalisation d'un concert amateur qui se tiendra dans Bois-le-Roi le 21 mai, donc la semaine prochaine. On le rappellera dans le sortir à Bois-le-Roi, ce sera dans le programme de Bois-le-Roi Fête la Nature. La décision numéro 2022-40 qui concerne là aussi un spectacle pour le théâtre de Verdure. Est-ce qu'il y a des observations ? En ce qui concerne la décision 31, le montant de 9 900 €, nous voudrions savoir s'il s'agit d'un montant annuel,
d'une part, et d'autre part, est-ce que la commune de Chartrette est associée? Enfin, c'est un montant unique, c'est-à-dire que c'est le coût du feu d'artifice, enfin, c'est pas un montant annuel. C'est Oui, un mais il y a montant... 4 années qui sont citées. Donc... c'est le montant annuel. C'est le montant annuel, oui. Après, là encore, dans ce contrat, ce contrat est distinct des accords qu'on peut avoir avec Chartrette. De toute manière, il y avait des conventions, je crois qu'on refacturait une partie à Chartrette, mais Chartrette nous avait fait part de son souhait de ne plus participer aux frais du feu d'artifice. Voilà. Du coup, je pense qu'il est important de rajouter un montant annuel dans la décision, parce que quand vous écrivez le contrat est signé pour un montant et il est signé pour une durée de 4 années, on risque de croire, ou tout au moins ça laisse penser. D'où la question. C'est pour ça qu'on posait la question. Donc, partir, quoi. Monsieur Perrin. Concernant la décision 35 concernant la Poste, le dépôt du courrier qui est désormais transféré à Volpénil, je remarque au passage que le service public se dégrade et qu'en plus maintenant il faut payer pour remplacer ce qui auparavant était gratuit. Mais cela dit, sur la décision, je voudrais savoir comment est calculé le prorata qui concerne la première année 2022. Puisque la prestation débute le 1er juin, donc 7 mois sur 12, a priori. Ouais, c'est un contrat annuel. Oui, non, mais j'entends bien, mais pour cette première année, le contrat débutera le 1er juin et se terminera le 31 décembre. Le montant sera donc proratisé comme suit, avec 1165, 54, etc. Alors, ah oui, mais c'est pas clair. C'est pas clair, parce que ça fait pas cette 12e, hein, je vous le dis. C'est ça le sujet. Voilà. Écoutez, vous avez le montant de la première année, le montant des années suivantes. Il y a un prorata et donc il y a d'autres prestations qui s'ajoutent voilà, dans cette prorata première année. et prestations annexes, voilà. D'accord. Il y a d'autres questions, observations? Bien. Donc le point suivant concerne le point qui revient tous les ans, qui est le tirage au sort des listes de jurés d'assises pour 2023. Donc si cela convient à tout le monde autour de la table, je vous propose de procéder avec le même système que celui que nous avions utilisé l'année dernière. C'est un tableau Excel avec une formule qui permet de choisir au sein des listes électorales, conformément à ce qui est prescrit, une liste de personnes ayant plus de 23 ans au cours de l'année 2023. Donc ce que je propose, c'est comme l'année dernière, alors le système est là, c'est que vienne un représentant de chacune des sensibilités, donc chacun des groupes, auprès de Madame, donc se déplace auprès de Madame Vino pour voir comment se passe ce tirage au sort. Sauf à ce que vous nous fassiez absolument confiance, mais enfin bon, je pense que ça... Mais en fait, ce que je souhaiterais dire, c'est que on peut être à côté. Le fait que ce soit aléatoire, on ne le voit pas. Donc, c'est il faut regarder, juste vous pouvez regarder les formules. Vous pouvez regarder les formules du tableau. Donc, je ne sais pas s'il y a un... Comme je ne vois pas la formule qui veut dire que j'en sais rien si c'est un tirage à Mais justement... vous en faites 5 et je te dis de stop. D'accord, si tu veux, il n'y a pas de problème. Il faut aller sur une cellule, vous verrez la formule. On va attendre Madame Pulic. Voilà, donc je fais OK et vous voyez les noms, hop, je rentre. On en fait un. Enfin, un autre. Attends, tire 12 d'un coup. Oui. Pourquoi? Ça pose problème? Hop, Non. à chaque fois que je touche un truc, oui, je tire les 12 d'un coup. Encore? Non, mais il ne faut pas que je regarde, parce que sinon je te dirais non. Ah bah oui, mais si tu regardes en fonction des gens... Ouais, c'est bon. Vous pouvez regarder... Je t'en fais un troisième. faut J'avais fait le troisième, mais je regarde pas. Il faut se mettre sur une des formules, comme ça, sur un des cellules pour qu'on voit la formule. Voilà. Oui, je suis bien. C'est bon pour vous? Allez, c'est bon. Ah, mais Attends, parce que si tu le rechanges, si tu touches un truc, ça change. Je sais, mais voilà.
Là, vous avez le système de recherche Le calcul. qui permet de... Je vous laisse faire. Bon, maintenant, il faut que je fasse un petit peu. Tac. C'est bon pour vous? Allez. Donc, J'ai essayé de pas me tromper. ok. Copier. Oh là. Faut. Bon. S'il vous plaît. Bien. Même Vino, vous nous lisez les... Mais ça, je vérifie un truc. Ah, ça m'énerve. C'est pas ça. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Non, j'ai fait le petit. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas fait le copier correctement, je suis désolée. Pourquoi? Non. La liste, elle est où? Là, mais c'était pas ça. Non, c'est pas la bonne, ça a changé à chaque fois. Ça a changé à chaque fois. Là, il faut que je recommence. Bon alors, Tu reviens regarder, Camille, je suis désolée. s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'étais sûre que ça allait paniquer ce truc. Ça a changé plusieurs fois. J'ai fait les deux petits coller. Ok. Bon, d'accord, allez, c'est bon, ça. On regarde le copier-coller. Bien, donc on va vous donner la liste des noms. Alors, le premier, je donne que le nom. Tu donnes tous les noms, prénoms. Riès Isabelle, Française Jean-Claude, Labonne Francis, Martin Stéphanie, Morassu Michel, Costa Anita, Londas Gérard Marie-Janine, Muro Amandine, Ortega Thomas, Naudin Jérôme, Briandé Thomas, Mattei Marie-Laure. Voilà. Donc cette liste sera communiquée au procureur de la République et il servira de base pour le tirage au sort des jurés d'assises en 2023. Bien. Le point suivant concerne une modification du périmètre du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, le SDESM. Donc voilà, on délibère régulièrement sur ce point-là. Est-ce qu'il attire des observations? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne la modification des statuts de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Ils ont été modifiés, ces statuts ont été modifiés et approuvés au sein du conseil d'agglomération et il nous faut maintenant les valider au sein de chacune des communes, suivant la procédure habituelle. Deux points ont été modifiés. Le premier, c'est l'intégration d'un soutien, de précision sur le soutien aux activités artistiques, culturelles et sportives, avec notamment un soutien aux disciplines sportives organisées par des associations sportives affiliées à une fédération et participant à ces compétitions pour des sports qui sont désignés, donc les sports nautiques et aquatiques, l'athlétisme, l'équitation, le football, le cyclisme, le tennis, le tir à l'arc, le rugby, l'escrime, donc des associations qui devront aussi organiser un enseignement collectif, avoir des objectifs pour objectif l'inclusion par la pratique handisport et la féminisation des pratiques sportives. Donc c'est aussi un soutien aux manifestations artistiques et culturelles qui existaient déjà et un soutien au programme Savoir nager.
Le point suivant, c'est une modification, donc ça aura un impact sur la commune. Le point suivant concerne des modifications relatives à la petite enfance, jeunesse. Là, par contre, c'est une modification qui est sans impact sur la commune de Bois-le-Roi et sur le fonctionnement de ses compétences sur la commune. Est-ce qu'il y a des questions ou observations, Madame Gilles? Une question, même si ça ne concerne pas directement la commune en tant que décideur, c'est pourquoi dans le point 4, vous avez cité les sports qui étaient soutenus, pourquoi la communauté d'agglo ne soutient que certains sports et en particulier, je me pose la question dans les sports collectifs, nous avons football, rugby, mais il n'y a pas le basketball, par exemple, alors que c'est un sport collectif qui est très pratiqué en Seine-et-Marne. Donc, est-ce qu'il y a une raison? Et puis, je suis aussi assez étonnée que ne soit pas soutenue la gymnastique aussi, comme sport de base. Je peux répondre? Je sais pas si on m'entend. Vas-y. Ouais, le basketball, il y a eu une demande de notre part, de la ville de Bois-le-Roi, une demande refusée par une partie des membres du groupe de travail. En fait, pour l'instant. Ouais. C'est vrai que c'est très étonnant. Ça me rassure de on savoir a fait la demande, mais ça a été refusé pour cette année. Ayant des équipes de basket importantes, ouais. Je trouverais important qu'on puisse, et surtout que le basket est un sport qui est développé en Seine-et-Marne. Mais et pas uniquement à Bois-le-Roi, même dans notre communauté d'agglo, pas uniquement à Bois-le-Roi. Et je suis étonnée aussi sur la gymnastique, qui est quand même un sport de base. Pour apporter, si vous le permettez, une précision, là encore, c'est une compétence optionnelle. La liste des sports a été discutée et débattue au sein de la commission sport de l'agglomération. Le sujet est que c'est un transfert d'aide sur certaines disciplines sportives. Ça n'empêche à aucun moment, pour les disciplines qui ne sont pas listées, que chacune des communes apporte leur soutien directement. Donc c'est qu'on va transférer aujourd'hui l'accompagnement de certaines disciplines comme le football vers l'agglomération, et on gardera et on continuera à aider le basket. Voilà. C'est une discussion qui a été faite et un arbitrage entre les disciplines qui étaient désormais aidées par l'agglomération et les disciplines qui restaient aidées directement par les communes. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un désintérêt pour certaines disciplines sportives, c'est ce que je voulais préciser, c'est juste qu'il y a un choix, Bois-le-Roi ne se désintéresse pas, mais dans le refus, quelles étaient les raisons du refus? Et parce que les communes de l'agglo souhaitaient continuer à aider directement ces clubs. Voilà. Certaines communes ne le souhaitaient pas pour l'instant. Ouais. Voilà. Ne souhaitaient pas parce qu'elles avaient du basket ou parce qu'elles n'en avaient pas? Parce que le basket à Bois-le-Roi est plus important que dans certaines communes. Okay. Non, mais ça c'est des... Bah. Je ne suis pas d'accord avec ces considérations. Toute la liste des sports a été faite. Merci. Et voilà. J'ai une question. Soutien aux manifestations artistiques et culturelles, vous avez un exemple? Sur des manifestations artistiques et culturelles à intérêt communautaire, par exemple, je crois que les Briardises sont aidés par l'agglo. Il y a un certain nombre de manifestations qui sont accompagnées par l'agglo. Et au sein de Bois-le-Roi, s'il y a une manifestation culturelle, est-ce qu'il y aura un soutien? Alors ça, il faut voir, il y a peut-être je ne sais pas s'il n'y a pas une exclusion entre les manifestations qui sont soutenues par la commune et soutenues par l'agglo. Après, rien n'empêche sur certaines manifestations, ça ouvre un nouveau champ un champ des possibles. Voilà. À titre d'exemple, très bien. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Je vous propose de délibérer. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne l'adhésion au programme Amaril. Donc c'est un programme en fait pour l'élimination et le don des livres retirés des collections de la bibliothèque municipale. Donc c'est un partenariat qui est fait avec, on a choisi l'association caritative
Mots et Merveilles, qui ont possédé des livres pour les... C'est ça. En fait, Amaréal est une entreprise éco-responsable qui revend des livres d'occasion à prix modique, reverse une partie à une association de notre choix, donc 5% du prix hors taxe, reverse 10% du prix hors taxe aux donateurs, donc à la commune. Et dans le cas où les livres ne sont plus disons en état, s'adresse les faire recycler par des entreprises qui s'engagent à les recycler de façon éco-responsable. Par ailleurs, cette entreprise promeut l'emploi de personnes en difficulté. Donc on peut choisir du coup l'association à laquelle les 5% vont être reversés. Nous avons choisi Mots et Merveilles, donc qui lutte contre l'illettrisme. C'est une association qui emploie 18 personnes et qui se trouve dans le nord de la France, dans la région de Avesnes-sur-Helpe, et donc aide plusieurs centaines de personnes, que ce soit des adultes ou des enfants en difficulté au niveau de tout ce qui est lecture. Voilà. Pour information, d'après l'Agence nationale pour la lutte contre l'illettrisme, en 2018, c'était 7% de la population française entre 18 et 65 ans qui souffre d'illettrisme, et environ 2 500 000 personnes, ce qui est énorme. Merci. Et donc, juste pour terminer, Amaréal, d'autres communes et d'autres organismes ont adhéré également à ce programme. Donc, parmi eux, on peut compter HEC, l'Université de Strasbourg, le CEA à Saclay, et puis des mairies comme par exemple Poitiers ou Boulogne-Billancourt. Bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, observations? Vous passer au... Pardon, Mme Polo. Oui. Nous sommes posé la question sur les documents ne correspondant plus à la demande des usagers de la bibliothèque. En fait, comment s'est fait ce choix? Y a-t-il un suivi par qui, par thème, enfin, comment on imagine? En fait, c'est par rapport à la demande d'emprunt en fait, des ouvrages. Donc si pendant une année, il n'y a plus du tout, il y a 2 ans, il y a plus, par exemple, il y a peut-être plus de demande, on le sort du fonds. Bien. Bon, je vous propose de passer au vote. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne l'avenant numéro 3 au marché d'appel d'offres ouvert relatif à la maîtrise d'œuvre de la médiathèque. Donc le recours qui a été engagé contre le permis de construire a provoqué des délais. Le marché initial nécessitait que l'on précise et qu'on donne un nouveau délai de validité au marché. Et donc c'est l'objet de cet avenant 3 qui a pour objectif de prolonger de 2 ans le marché public afin de viser le parfait achèvement des travaux, soit jusqu'au 19 mai 2024. Donc ce point a été présenté en commission d'appel d'offres et a obtenu un avis favorable, pas unanime mais favorable, et donc il est proposé ce soir de valider cet avenant numéro 3. Est-ce qu'il y a des questions, observations? Monsieur Perrin. Oui, c'est un point de forme. D'ailleurs, vous venez de rectifier à la lecture de la note de synthèse. Il est inscrit que la date limite est, soit le 19 mai 2024.
c'est en fait jusqu'au, comme vous l'avez dit, 19 mai 2024. Donc on aurait pu écrire, au lieu de donner une date qui apparaît comme certaine, on aurait dû mettre au plus tard ou jusqu'au. Parce qu'on ne vise pas à aller au plus loin. On vise à ce que le décompte général soit au plus tard prononcé le 19 mai. Et là encore, ça c'est le marché de maîtrise d'œuvre, c'est pas l'imposition. On est dans de la sémantique là. Ah oui, mais là, ça veut dire qu'il faut le prononcer le 19 mai, tel que c'est rédigé. La logique, c'est au plus tard, le ou jusqu'au. Non, c'est un marché. Le marché est prolongé jusqu'au 19 mai. Il est prolongé jusqu'au 19 mai. Bien. Donc je vous propose de délibérer. À moins qu'il y ait d'autres questions, observations. Non. Donc sur cet avenant numéro 3, y a-t-il des votes contre? Monsieur Gauthier. Monsieur Gauthier, Monsieur Duvivier. Y a-t-il des abstentions? Donc Monsieur Blondaz, Madame Pulic. On a deux votes contre, 2 abstentions. L'avenant numéro 3, donc la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Le point suivant, alors c'est une régularisation sur un marché de 2016, donc qui est l'avenant numéro 2 à la mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'avenue Alfred Roll et d'une partie de l'avenue Gallieni, ainsi que de la place Jeanne Platet. Donc là aussi, c'est une régularisation sur un marché qui est maintenant terminé. Il nous a été posé une question à laquelle on nous a demandé de répondre en amont, donc je m'exécute. On demandait si le marché de 2016 d'1,1 million d'euros avait fait l'objet d'une commission de CAO. Non, elle n'a pas fait l'objet d'une CAO. Et donc la réponse à la question suivante, c'est est-ce que l'avenant numéro 1 a fait l'objet d'un passage d'une soumission en CAO? Non plus. Et ensuite, vous nous demandiez de préciser, parce qu'il y avait, je crois, une erreur de centimes. Donc je vous confirme que le montant valide de cet avenant numéro 2 et son impact sur le DCE est de 11 925 € et 16 centimes hors taxe. Donc voilà, sur ce point, y a-t-il des questions et observations? Monsieur Perrin. Oui, il y a différentes méthodes qui ont été utilisées pour déterminer les chiffres, dont un premier qui était avec des arrondis au centime et d'autres qui ne l'étaient pas. Toujours est-il que si on applique le coefficient de 3, 5, 8, 5, 5, 3% à 58, 55, on ne tombe pas exactement sur les chiffres qui sont inscrits, soit dans la note de synthèse, soit dans le DCE, puisqu'ils ne sont pas concordants. C'est une affaire de centimes, je vous l'accorde, c'est epsilonesque, hein, c'est pas le sujet, mais formellement il y a quelques incohérences, mais c'est pas le plus grave. Ce qui nous paraît le plus grave, c'est que ce marché d'1 320 000, 1 100 000, pardon, hors taxe, on va raisonner en hors taxe, c'est comme ça que ça s'apprécie. Le marché initial d'1 100 000 n'a pas fait l'objet d'un passage en commission d'appel d'offres. Donc la logique des choses, c'est que le petit marché qui l'accompagne et qui lui était à cette époque-là de moins de 40 000 € hors taxe n'a pas fait l'objet d'une commission d'appel d'offres. Ça, par contre, ça peut se comprendre, l'accessoire ayant suivi le principal. En revanche, maintenant on passe déjà 40 000 €, donc ça, il est passé, il rentre dans le seuil des MAPA par avenant successifs. Et deuxièmement, vous vous rappelez l'affaire de la médiathèque, s'il n'y a pas eu une commission d'appel d'offres, c'est fâcheux, quoi. Donc nous ne voterons pas ce marché tel que présenté en l'état. Cet avenant. Nous ne voterons pas cet avenant. Similitude de situation avec le marché de l'avenant de la médiathèque il y a peu de temps.
Écoutez, Un autre sens, hein, on n'est pas des juristes de marché. je l'entends, là aussi dans la similitude. Je ne suis pas allé regarder non plus les délibérations et le sens des votes de 2016 auxquels votre groupe, avec d'autres personnes, avait participé à l'époque. Donc, moi je vous propose de passer donc, cette délibération en confirmant bien que le montant qui sera inscrit dans la délibération ne sera pas celui qui était indiqué là, mais donc l'augmentation du coût de maîtrise d'œuvre liée à l'avenant 2 se chiffre à 11 925 € et 16 centimes hors taxe, soit une augmentation de marché de 30,24%. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations avant que nous passions au vote? Donc, c'est-à-dire quoi? Vous ne prenez pas part au vote? Enfin, vous ne participez pas au vote. Voilà. Donc, 4 personnes ne participent pas au vote. Donc, sur les votants, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Point suivant concerne les tarifs scolaires. Et je passe la parole à Madame Laure Avelénien. La Commission des affaires scolaires et périscolaires travaille depuis le début de l'année sur les tarifs périscolaires. À ce titre, je voudrais réellement remercier l'ensemble des membres de cette commission pour la participation active, leur collaboration et leur contribution à faire avancer chaque projet, idée et axe envers les familles de Bois-le-Roi. Les échanges au sein de la commission périscolaire sont vraiment riches et je me réjouis de continuer dans ce sens collaboratif et je vous en remercie. S'agissant de l'évolution des tarifs périscolaires, l'objectif est d'étudier une tarification permettant de mieux redistribuer l'aide fournie par la municipalité en prenant en compte les ressources financières des familles et leur composition. Pour permettre une meilleure redistribution de l'aide, une meilleure cohérence entre les différentes prestations et pour éviter les effets de seuil liés à des tarifs donnés par tranche de revenus. Le principe du taux d'effort a donc été retenu. Les membres de la commission ont décidé d'appliquer également le quotient familial. Il tient compte des revenus professionnels et des prestations familiales mensuelles perçues ainsi que de la composition du foyer. Le taux d'effort, coefficient multiplicateur, appliqué au quotient familial CAF de chaque foyer permet de déterminer le tarif de chaque prestation. Chaque famille paiera ainsi les services municipaux proportionnellement à son quotient familial dans la limite d'un plafond. Vous avez l'ensemble des tarifications qui sont proposées. La Commission a également fait le choix de mettre en place un nouveau tarif pour le temps de la pause méridienne, tarification pour les enfants en panier repas dans le cadre d'un PAI et qui bénéficie donc de l'encadrement du personnel communal et des infrastructures d'accueil. Vous avez l'ensemble des informations de tarification et les annexes qui ont été jointes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les nouveaux tarifs périscolaires à compter donc du mois de septembre de cette année pour la nouvelle rentrée. Y a-t-il des questions, des observations? Y a-t-il des questions, observations? Eh bien, écoutez, je vous propose... Madame Achoug. Oui, comme Madame Lajointe vient de le dire, on a tous participé à toutes les commissions qui ont été organisées. Et j'avoue que je partais d'un espoir, puisque cette réforme est une réforme qui était déjà dans les tablettes dès 2017-2018, et je partais confiante, parce que le taux d'effort est effectivement dans la mission d'une municipalité vis-à-vis de ces débacos, et notamment des familles, c'est effectivement de les aider, et c'est ce que vous vous apprêtiez à nous démontrer. Le taux d'effort est quelque chose qui était plébiscité par la CAF, et bien évidemment, on partait tout à fait conscient. Ce qui nous est présenté ce soir, très très loin du taux d'effort. Très loin. Est-ce que j'ai bien compris, et est-ce que ce 5,50 € du taux du prix maximum du repas, je rappelle qu'aujourd'hui il est à 4,23 €, qui fait une plus-value de 30%. Est-ce qu'on est d'accord que ce taux maximal va être quand même réglé par 60% des familles, notamment celles qui n'ont qu'un enfant? Bien sûr que si, c'est marqué dans notre... Et que dès le début de la T6 actuelle, 3500, oui c'est ça,
euros, on commence les augmentations. Non, pas 30% tout de suite, mais on commence les augmentations. Mais c'est pas tout. Enfin, qu'importe qu'on soit d'accord ou pas sur 30%, c'est abyssal. Jamais une commune n'a fait ça à ses familles, jamais. Ça n'existe pas, ni à Bois-le-Roi, ni dans une autre commune, vous trouverez une municipalité qui fait ce genre de choses à ses familles. Surtout qu'on est en train de prendre 5% d'inflation, au mieux. Surtout que l'essence, pour ceux qui n'ont pas de transport en commun, va cesser de grimper. Surtout que 4 000 €, c'est pas non plus le dernier des nantis. Hein. J'ai fait quelques recherches. Hein. C'est un routier à l'international, c'est une infirmière de nuit avec ses primes de garde. Hein. C'est pas non plus des gens, des nantis. Et c'est eux qui vont se faire taxer. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne nous est pas dit dans cette réforme. C'est à subvention constante. Ça veut dire que la municipalité ne mettra pas un centime de plus que ce qu'elle met aujourd'hui dans ses tarifs de demain. Ça veut dire qu'il a été calculé, ces tarifs ont été calculés de telle sorte que ce soit les familles elles-mêmes, par ces augmentations, qui règlent les diminutions des autres, puisque c'est à subvention constante. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pour ça que je ne comprends pas, Madame Gir. Ça ne s'arrête pas là. Parce que si je suis... Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous m'interpellez. Sans rire, parce que c'est quand même vous qui avez tenu les calculs. Enfin, je sais pas le tas de dire. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça ne s'arrête pas là. Si je me réfère aux calculs qui nous ont été proposés, ça va être soft. Si je me réfère à ce qui nous a été proposé, la municipalité va faire une petite culbute quand même. Hein. 12% de plus-value quand même. Le panel de 114, est-ce qu'on est d'accord? J'ai peut-être rien compris après, hein, on m'expliquerait. Vous avez pris un panel de 114 enfants, vous avez calculé ce que la municipalité récupérait sur un repas de ces 114 enfants, et vous nous avez dit que la municipalité récupère 404 €. Très bien. Là-dessus, vous nous avez proposé différents coefficients de multiplication avec ce fameux 5,50 de maximum. Et puis 0,25 était quand même le facteur le plus favorable, faisait quand même que la municipalité augmentait ses revenus de 404 à 424. C'est quand même pas mal. Mais vous avez choisi 0,275%. Et là, ça majore un peu quand même. Et bon, sauf erreur de ma part, on est sur 10-12% de majoration de ce que les familles vont vous rendre au bout du compte. Et puis il y a cette histoire de PAI. Alors franchement, ces gens qui prennent leur repas, un PAI, pour ceux qui ne savent pas, c'est les enfants qui ont une intolérance alimentaire ou une allergie, avec un médecin qui a prescrit l'impossibilité pour eux de participer au repas collectif. Et donc les familles ont la possibilité d'apporter ce qu'on appelle un panier repas, c'est-à-dire qu'elles préparent le repas tous les jours de leur enfant qui a cette difficulté. Jusque-là, ces familles, voilà, elles apportaient le repas, mais on ne leur demandait rien. Maintenant, on va leur demander un demi-repas. Alors, elles ne sont pas très nombreuses. Je me suis laissé dire que cette année, elles ne sont pas très, très nombreuses. Fut un temps, elles étaient plus de 20. Et comme quoi, chaque année, ça fluctue. Enfin, tout de même, un demi-repas pour des gens qui amènent déjà leur repas. Je suis désolée, je veux dire, on vit déjà des heures difficiles. Ces familles sont celles qui vont être le plus impactées, parce que bon, nous les retraités, bon voilà, on peut ralentir, on peut faire ce qu'on veut, eux pas du tout. Et vous allez, voilà, et c'est là que vous choisissez, le moment où vous choisissez, je vais le faire pour surtaxer comme ça alors, personnellement, je ne comprends pas. Je ne peux pas dire que je suis déçue, parce qu'on est au-delà, hein, on est vraiment au-delà. Bien évidemment, je voterai contre, parce que c'est absolument abominable ce que vous êtes en train de leur faire. Et puis on verra au mois d'octobre, quand elles recevront leur facture. Hein, on verra. Mais je ne comprends pas, Madame Maveline, hein, ex-présidente d'une fédération de parents d'élèves, je ne comprends pas ce que vous faites aux familles. Je vais vous répondre, Madame Achung, et ce que je vais vous répondre va engager que moi à titre personnel en tant qu'adjointe et ne va pas engager la municipalité, puisque j'en ai pas débattu. Je vais même parler très bien fort pour que vous puissiez bien m'entendre. C'est gentil.
exprimer le fait que je remerciais l'ensemble des membres de la commission pour leur collaboration, leur contribution. Réellement, Madame Achung, je ne participe pas à toutes les commissions au sein de la mairie, mais j'ai vraiment le sentiment qu'au sein de la commission enfance, même petite enfance, on y participe tous et à chaque fois, à chaque instant, on demande l'avis, le contre-avis, le contre-exemple, l'argumentaire, pour justement que ça ne soit pas au moment où vous avez une tribune publique, quelque chose de télévisé, que vous vous permettiez de dire des choses. On ne vous a jamais entendu en commission enfance sur ces points-là. On vous a demandé votre avis pour représenter les membres de votre groupe. Et là, parce que vous avez une tribune, vous vous permettez de dire ce genre de choses. Moi, je n'apprécie absolument pas. Donc, quand on va se voir sur les prochaines commissions, non seulement je vais vous en demander au début, au milieu et à la fin, et j'espère que vous aurez un argumentaire et que vous ne l'exposerez pas seulement au conseil municipal. Est-ce que vous êtes en train de me menacer, madame? Non, je vous demande de participer. Vous me rassurez. Alors, quand même, excusez-moi, parce que je suis quand même directement impliquée dans cette affaire, pour bien faire comprendre aux élus qui sont autour de cette table, pour des raisons personnelles nombreuses et variées, ces commissions, j'ai toujours, et je remercie l'administration d'avoir fait l'effort de me mettre en vidéoconférence, j'ai toujours participé, mais en vidéoconférence. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est que d'être seule, et parfois pas toute seule, hein. Il y a des fois d'autres membres sont là. En vidéoconférence. Vous êtes autour de la table face à un dossier extrêmement technique. Parce que c'est extrêmement technique. Le PAI, c'est pas technique, voilà. On vous a pas entendu. Hein. Extrêmement technique. Et bien évidemment, vous échangez entre vous. Le nombre de fois où quelqu'un, et c'est souvent pas vous, qui se retournez vers l'écran pour voir si on a quelque chose à dire, et je n'ai pas râlé, je n'ai pas protesté, je n'ai pas dit, mais je ne suis pas écoutée, c'est un scandale. Non, parce qu'effectivement, j'ai la possibilité d'écouter quelque chose. Madame Achung. Parce que j'ai ce besoin. Excusez-moi, je ne sais pas pour longtemps. Non, mais en même temps, il suffisait de le dire. Qui ont fait des comptes rendus. Madame Achung, s'il vous plaît. Bon. Il y a le fonctionnement de la commission. Si jamais vous avez des choses à exprimer sur son fonctionnement, c'est au moment de la commission qu'il faut le faire. Non, mais c'est pas moi qui ai parlé de fonctionnement de la commission. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Non, là c'est pas possible. Moi je n'ai parlé d'aucun fonctionnement de la commission. Écoutez. On est bien d'accord. Vous l'avez pas dit en commission. Elle est là pour ça. S'il vous plaît. Bien sûr. On aurait travaillé les points. On aurait travaillé les points si vous aviez des choses à dire. Je vais juste demander à ce qu'on s'interrompt 2 secondes. Madame Achung. Et enfin vous aussi. Donc des choses ont été exprimées. Après là-dessus. Voilà, on finit par s'y habituer, mais effectivement, le jeu du Conseil, c'est d'exprimer certaines choses et d'avoir une démarche constructive d'un côté pour ensuite l'être beaucoup moins au Conseil. Bon, c'est une posture qu'on peut accepter. Vous l'avez, je l'entends. Il y a juste un propos sur lequel vous faites erreur et absolue. C'est quand vous dites on devait faire un taux d'effort et on n'a pas fait de taux d'effort. Si, on a fait un taux d'effort. Excusez-moi, vous pouvez dire la fin de la phrase, s'il vous plaît. Et vous confondez deux choses absolument, qui sont le taux d'effort et ensuite la manière dont ce taux d'effort s'organise et l'impact que ça a sur la commune. L'objectif de l'implication de ce taux d'effort n'était pas d'aider plus et de supporter plus un service qui est déjà refacturé, non pas au franc le franc, mais qui est largement subventionné par la commune, et d'en faire supporter une charge supplémentaire sur la commune. Il n'était pas d'en faire non plus supporter une charge supplémentaire sur les familles. Les calculs qui ont été faits, et leur objectif était bien un taux d'effort, et donc plutôt que d'avoir des phénomènes de tranche, de lisser les phénomènes de tranche, il y a un certain nombre de calculs qui ont été faits, des propositions qui ont été faites par Madame Gir, qui ont été étudiées avec l'ensemble de la commission. J'en ai suivi les travaux. Et donc il y a bien un taux d'effort. Et l'idée n'est pas de faire payer plus dans leur masse aux familles, juste d'organiser différemment la répartition de ce coût. Quant au PAI, eh bien, là encore, ce n'est pas des enfants qui mangent seuls dans leur coin un repas préparé par les parents, ce sont des enfants qui sont accueillis au sein de l'établissement, qui sont accompagnés dans le cadre de leur prise de repas, qui sont surveillés. Tous ces éléments-là, et j'entends bien les difficultés que ça cause pour les familles, mais tous ces éléments-là ont aussi un impact, et à la rigueur même alourdissent un petit peu l'organisation du service. Il y a un mécanisme de justice aussi qui est une participation pour ces familles-là. Donc je trouve que
Et en plus, et là par contre, je vais vous le dire très franchement, je trouve que la manière dont vous exprimez, donc vous avez tort dans votre expression, et je ne suis pas d'accord avec vous, et je pense que vous avez tort, je l'exprime. 2, la manière de dédain et d'ironie avec laquelle vous l'exprimez, je trouve n'a pas sa place dans ce Conseil, et je me permets de le regretter. Madame Achoug. Alors, si j'ai donné l'impression d'être dédaigneuse, je m'en excuse bien sincèrement, parce que c'était absolument pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire à quel point il y a eu énormément de séances de commission. Il y a eu énormément d'informations qui ont été données de façon parcellaire. Ce 5-50 qui est arrivé, bon, pourquoi pas? Après tout, quand on ne tient pas les rênes, quand on ne sait pas où est-ce que ça, par qui ça va aller, on peut entendre 5,50 et puis 2 mois après entendre 0, 2, on peut entendre ça. Ça n'est qu'à la fin, quand vous présentez la structure complète, qu'on finit par comprendre. Merci Madame Achoug. Merci Madame Achoug. Je vois que quand j'ai vraiment pensé qu'il y aurait peut-être eu des dispositifs au niveau du CCAS. On a eu souvent M. l'adjoint qui est avec nous. Et je me suis dit, à la fin, on va nous présenter des dispositifs de façon à ce que les familles puissent, notamment celles qui vont se prendre 30% dans les dents, puissent effectivement venir voir la mairie, là en ce moment je ne peux pas. Mais non, on n'a rien entendu. Et franchement, jamais une municipalité ne fait ça à ces familles. C'est pas possible. Très bien. Madame Gir. J'ai 30 mal à répondre à tout. Donc, j'avais prévu un commentaire. Je vais commencer par répondre aux questions techniques qui ont été posées. C'est-à-dire que Madame Aveline a expliqué que, et je pense que Madame Achoung, vous en êtes d'accord, le taux d'effort est fait pour que les familles payent proportionnellement à leurs ressources. Donc ça a été l'appui technique que j'ai apporté, c'était celui-ci, c'est-à-dire de faire un coefficient de proportionnalité, étant donné un certain nombre de choses. Donc, comme vous l'avez dit vous-même, à subvention municipale constante, si certains vont effectivement payer plus, et peut-être qu'ils sont nombreux, c'est vrai, mais certains vont payer beaucoup moins. Et c'était l'objectif. Et c'est l'objectif que nous avons, en tout cas notre groupe a eu depuis le début, et je y reviendrai sur l'historique un petit peu de ce taux d'effort, c'est que, et la CAF l'a fait remarquer à la commune, et les tranches, quand c'était des tranches, des revenus les plus modestes, et alors pas la tranche T1, mais la tranche T2 et T3, étaient relativement pas assez aidées. Donc l'objectif qui a été choisi ici, c'était d'aider plus ces tranches-là, c'est-à-dire de redistribuer l'aide. Redistribuer l'aide veut effectivement dire que certains vont payer plus, certains vont payer moins. Vous avez parlé d'augmentation de 30% pour certains, certains auront une diminution de 40%. Ce qui veut quand même dire que vous avez dit que des salaires à 4 000... Alors je précise aussi que les ressources que l'on donnait étaient des ressources en revenus imposables et pas en revenus bruts. Donc quand on compare, il faut comparer avec des revenus imposables et pas des revenus bruts. Avec les prestations familiales. Oui, avec des revenus bruts. Alors là, c'est des revenus imposables. Et quand on compare aussi, il faut comparer que maintenant, le taux d'effort est proportionnel à un quotient familial, ce qui fait que pour atteindre le plafond, le plafond à 5,5 n'est atteint par des familles de 3 enfants qu'au-delà de 8 000 euros de revenus imposables. Donc, si vous faites le calcul, c'est... Voilà. Donc voilà, donc ça c'était juste une précision, c'est une redistribution à subvention constante. Évidemment, il y a dans les tranches les plus élevées, il y aura une contribution des familles qui sera plus importante, et je reconnais et je l'assume en tant que proposition. Quand j'ai fait ma proposition, je n'avais pas été naïve au point de ne pas le voir et de ne pas être consciente que ça concernait peut-être une bonne 50% des familles, parce que toutes les familles qui étaient en tranche T7 ne seront pas concernées, puisque des familles en tranche T7 seront des familles avec 2 ou 3 enfants, et donc il faut bien regarder le calcul dans ce cas-là. Donc je trouve
un petit peu un raccourci la présentation que vous nous avez faite de dire qu'il n'y a qu'une augmentation. Non, Madame Achou, on va laisser Madame Gir terminer son propos. Certes, donc là, après, j'ai prêté ma calculette pour pouvoir fixer, et vous en étiez d'accord à ce moment-là, pour fixer l'endroit où il y aurait égalité. C'est-à-dire l'endroit où égalité a été fixé ensemble, il était au milieu des tranches, et on a dit, à partir de là, on considère que c'est un taux possible, et au lieu d'avoir des paliers, eh bien, nous allons utiliser une formule linéaire. J'ai proposé plusieurs taux d'effort. La commission a tablé sur un taux. Ce n'est pas nécessairement le taux que j'aurais choisi, mais ce taux permet néanmoins une cohérence. Donc voilà. Alors, ça c'était pour les réponses techniques. J'avais quand même souhaité intervenir sur le principe, et je souhaite quand même dire que le groupe écologiste et citoyen se félicite de la proposition qui est enfin faite au conseil municipal de calculer le tarif des services périscolaires en utilisant le taux d'effort, et je maintiens que c'est bien un taux d'effort, appliqué au quotient familial. Et il est effectivement appliqué au quotient familial. Nous voterons donc pour. C'est une avancée sociale que nous réclamions et défendions depuis plusieurs mandatures. Nous demandons effectivement systématiquement chaque année, depuis plus de 10 ans, officiellement au conseil municipal depuis 2009, que le quotient familial soit utilisé pour établir les tarifs. En 2010, la majorité municipale avait explicité en CM son opposition à l'utilisation du quotient familial. Nous étions le seul groupe à le défendre. Nous nous réjouissons que la pertinence de l'utilisation du quotient familial devienne un sujet consensuel. Il a quand même fallu plus de 10 ans pour obtenir cette évolution et concrétiser une proposition prenant en compte ce quotient familial. Un point tout aussi essentiel, nous demandons chaque année depuis une dizaine d'années que l'aide fournie par la municipalité aux familles, en établissant des tarifs inférieurs au coût réel, c'est-à-dire que même le coût de 5,5 €, il est inférieur au coût réel de la restauration, donc toute famille est aidée. Mais nous demandions que cette aide soit mieux répartie et davantage dirigée vers les familles de revenus les plus modestes. Nous pensons que ce qui est proposé aujourd'hui va dans ce sens. Depuis 2011, nous évoquions ainsi le principe du taux d'effort et montrions que les tarifs proposés suivant des grilles par tranche, dans ces tarifs, les familles à revenus les plus modestes faisaient un effort plus important proportionnellement à leurs revenus. Depuis, pour obtenir une meilleure justice sociale, nous réitérons chaque année notre proposition d'établir les tarifs avec un taux d'effort unique par prestation. Je précise juste que si on trouve que 5,50 €, c'est beaucoup trop pour des familles qui gagnent tant d'euros ici, ça veut dire que le tarif que l'on a donné avec notre taux d'effort pour des gens qui gagnent que 1 000 € est encore trop fort. Bien. Je n'ai pas terminé. En plus d'une meilleure distribution de l'aide, utiliser un coefficient multiplicateur comme le taux d'effort permet d'éviter les effets de seuil liés à ces tarifications par tranche de revenus. Notre proposition sur le taux d'effort a été ignorée jusqu'en 2018, puis l'étude de sa faisabilité a été repoussée jusqu'à aujourd'hui. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir réussi à convaincre certains de l'intérêt et de la faisabilité d'utiliser le taux d'effort. Merci. Écoutez, ce que vous demandiez depuis 10 ans, dans un travail constructif, a pu être réalisé dans un délai de 2 ans. Avec cette nouvelle mandature, je m'en réjouis. Madame Achou, vous souhaitiez apporter une précision rapide, s'il vous plaît. Je voulais juste dire que j'ai dit d'emblée que le taux d'effort, pour moi, était une solution parfaitement en adéquation avec ce qu'une municipalité doit apporter, c'est-à-dire une aide tant mieux. Je l'ai dit d'emblée, je ne critique pas le taux d'effort. Et j'ai parfaitement compris qu'il s'agissait d'un effort, c'est-à-dire au prorata du gain. Je ne parle pas de ceux qui... Non, laissez-moi finir 2 minutes, parce qu'après on me dit que je prends la parole tout le temps, mais je ne parle pas de ceux pour qui ce sera à peine sensible, parce qu'effectivement, leurs revenus sont tels que 1,50 € ou 4,23 € à peine sensible. Je parle de la tranche des T6, T7, voilà, qui vont se prendre tout en pleine tête. Et ce n'est pas vrai. Calculez toujours par rapport aux familles qui ont 3 ans. Je rappelle que 80% d'entre elles n'en ont que 2. D'accord ? Et parmi ces 80%, il y en a quand même un pourcentage non négligeable qui dépasse les 50% qui n'en ont qu'un.
D'accord? Donc il faut aussi voir ce que ces gens qui n'ont qu'un enfant ou deux vont payer. Ils vont payer beaucoup plus cher. Madame Mais Achour, ma seule et unique question, Madame Gien, oui ou non, est-ce que j'ai compris? Et oui ou non, est-ce que ces 404 € que la mairie gagne aujourd'hui au Viaron avec 114 enfants, si elle pratiquait les taux d'effort affichés aujourd'hui, elle serait bénéficiaire de 12%? Oui ou non? Et on gagne pas d'argent. Non, juste une question. Non. Juste vous me répétez, mais- je vous crois. Non. Vous me le dites, En fait- je vous crois. Eh bien, Madame Achouk, je vous confirme que, puisque c'est une question que vous posez au Conseil. Oui, non, mais écoutez, vous parlez Moi, je au laisse Conseil, monsieur le maire on est au répondre. Conseil, et je vais apporter la réponse et clore ce débat parce que vous aurez toute faculté ensuite d'en parler entre vous à l'issue du Mais je Conseil. répondrai. Le service qui est rendu au titre de la restauration est un service qui n'est pas refacturé au franc le franc, mais qui est subventionné. Et donc, il s'agit bien d'un service qui est rendu aux habitants. Et comme l'indiquait Madame Gire tout à l'heure, même les tranches les plus élevées ne se voient pas facturer l'ensemble du service, mais sont bien accompagnées et subventionnées par la commune. Écoutez, je vois en tout cas que la réponse que je vous apporte ne vous intéresse pas. Mais je... J'aime répondre, excusez-moi, Non, mais... c'est pas de l'incorrection de ma part. Si. C'est Madame Achouk, là encore, vous essayez de ne pas être dédaigneuse. Vous essayez de ne pas donner le sentiment d'être dédaigneuse. Vous n'y arrivez pas. Vous essayez de ne pas donner le sentiment d'être incorrect. Vous n'y arrivez pas non plus. Je vous ai apporté la réponse. Je vous propose maintenant que l'on procède au vote sur ces tarifs périscolaires en remerciant encore le travail important qui a été réalisé par la commission, les élus en charge de cette commission et l'ensemble de ses membres, et les services qui ont veillé à travailler pour mettre en œuvre cette solution dans des délais rapides. Y a-t-il sur ces nouveaux tarifs périscolaires des votes contre? Madame Achouk, Monsieur Duvivier, Madame Pulic, Monsieur Blondaz et Monsieur Gauthier. Y a-t-il des abstentions? La délibération est adoptée. Vous pourriez faire voter pour. Je vous en remercie. Juste une explication de vote. Écoutez, je pense que vous l'avez donné de manière très Je substantielle. voudrais qu'il soit bien noté que Réussir Ensemble est totalement favorable au taux d'effort, mais pas ce que vous en avez fait. Oui. Très bien. C'est juste que je le Voilà. Non, mais nous l'entendons et nous entendons Merci. votre position à défaut de la partager. Le point suivant est lui aussi un point relatif à l'enfance et c'est le règlement intérieur de la LSH. Madame Aveline ? Oui, on va évoquer sur ce point 8 le règlement intérieur du Soleil Baco, de la LSH. Les modifications proposées pour le fonctionnement de l'accueil de loisirs sont issues des constats suivants: déploiement du nouveau portail des familles comme outil de communication, modification du mode de calcul de la tarification, rappel en lien avec les PAI. Il est toujours demandé aux parents d'effectuer leur réservation au plus près de leurs besoins pour éviter un phénomène de réservation non suivi d'effet qui pourrait aboutir au refus de certaines demandes de famille, ce qui n'est pas le cas en l'état. Les différentes modifications proposées vous sont établies et détaillées dans cette note de synthèse et sont également dans les annexes. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement intérieur de l'accueil de loisirs, tel qu'annexé dans la présente délibération. Y a-t-il des questions ou observations, s'il vous plaît? Non? Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il donc sur ce nouveau règlement intérieur des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne une convention de participation aux frais de scolarité entre la commune de Bois-le-Roi et Damary-les-Lys. Bon, c'est un sujet enfant, c'est plus un sujet quasiment finance. En fait, il y a un enfant de la commune de Bois-le-Roi qui est accueilli dans une classe Ulysse à Damary-les-Lys. Et donc, nous proposons de signer une convention avec cette commune pour participer aux frais de scolarisation de cet enfant. Est-ce qu'il y a des questions ou observations sur cette convention? Non? Bon, écoutez, je vous propose de passer au vote.
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Point suivant concerne des créations de postes. Je laisse la parole à Madame Vineau. Alors, conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, afin de permettre la nomination d'un agent lauréat du concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le recrutement de nouveaux agents par voie de mutation, un agent sur la filière animation, direction de l'accueil de loisirs à temps complet, un agent sur la filière administrative au service urbanisme, le renforcement des équipes ALSH dû à l'augmentation croissante des effectifs. En effet, en 2019, il y a eu une augmentation de la capacité d'accueil soir maternelle de 35 places. On a dû mobiliser 2 ATSEM pour répondre à cette demande. En 2021, il y a eu une augmentation de la capacité d'accueil soir maternelle de 21 places. De nouveau, une mobilisation d'ATSEM pour y répondre. En 2021 aussi, une augmentation de la capacité d'accueil du mercredi des maternelles de 20 places. On a dû de nouveau mobiliser 2 ATSEM pour y répondre. Et en 2022, il est prévu qu'une classe qui réouvre au Viaron, avec une augmentation des effectifs scolaires aussi en maternelle, plus 20 sur la totalité de l'école. Et donc, en raison de ces augmentations d'effectifs et de la volonté de remplacer les ATSEM ayant dépanné en urgence sur le besoin d'accueil, il est nécessaire d'ouvrir 2 postes d'adjoints d'animation supplémentaires à 35 heures hebdomadaires. Il est proposé au conseil municipal de procéder à l'ouverture des emplois permanents à temps complet comme suit: un poste d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 3 postes d'adjoint d'animation, un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. La mise à jour définitive du tableau des effectifs s'effectuera après consultation du comité technique. Voilà. On l'appelle encore comité technique, mais nous verrons tout à l'heure qu'il changera de désignation. Je préviens un rappel de M. Perrin. Est-ce qu'il y a sur ce point des questions et observations? Madame Achoug. Ce sont des créations, pour le coup. Ce sont des créations de postes. Des créations de postes. Ce n'est pas une transformation pour monter d'échelon. C'est donc 4 personnes qui seront recrutées par la mutualité. Il y a une évolution. Il y a une évolution et des créations. Et ça provoque des créations de postes de toute façon. Il y a 5 créations de postes. Est-ce qu'il y aura des suppressions de postes? Alors, c'est pour la médiathèque, c'est l'évolution d'un poste existant, donc il y aura un poste qui sera supprimé. Pour les postes d'adjoint d'animation, on vous a expliqué la nécessité de les créer pour répondre à une augmentation du service. Et pour le poste d'adjoint administratif principal, donc qui est un agent de la filière administrative qui intégrera le service urbanisme, là c'est juste lié au renforcement de la charge de travail sur les sujets d'urbanisme, avec donc il y a l'instruction du quotidien des dossiers, la démarche extrêmement chronophage mais à laquelle nous sommes attachés de transparence des décisions et donc de présentation de l'ensemble des résultats des instructions à la commission d'urbanisme, donc là aussi qui présente un travail, et puis s'y ajoute le travail qui doit se faire avec l'agglomération sur des sujets comme le PLUI et le PLH, le plan local de l'habitat. Donc on avait encore une réunion hier soir, donc cette charge de travail nécessite de renforcer le service et puis de nous assurer aussi une continuité du service public, parce que les dépôts de permis de construire et de déclaration préalable ne s'arrêtent pas pendant les congés, et donc ce système-là nous permettra d'assurer la permanence du service et d'éviter des dépassements de délai ou autre chose auxquels on risquerait de se voir confronté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Monsieur Perrin. Oui, que les choses soient très claires, nous voterons sans état d'âme pour cette création de postes. Nous considérons que ces créations de postes, c'est l'occasion de donner de la prestation supplémentaire au BACO. On n'a pas d'appréhension formelle ni de fond, comme certains, sur les créations de postes de fonctionnaires, etc. Comme on peut l'entendre ailleurs, voire dans ce Conseil également. En revanche,
Oui, durant les élections présidentielles, il y avait quelques candidats qui voulaient faire baisser... Monsieur Blondaz, vous aurez la faculté d'intervenir après. Monsieur Perrin, restez sur le fil de votre réflexion. Par ailleurs, on entend, je maintiens, on entend régulièrement que la ville est en faillite et que les dépenses s'envolent. Bon, ça, c'est un discours qu'on entend de votre groupe, pour être très précis. Bien. Cela dit, une fois qu'on a dit notre position de principe sur les créations de postes, sur ces créations de postes, il aurait été, à notre sens, pertinent d'indiquer quel était le montant en équivalent temps plein et quelle était la masse d'indices créés. En l'occurrence, quel est le coût en année pleine de ces créations. Questions ou observations? Non. Écoutez, je vous propose dans ce cas de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette création de poste? Y a-t-il des abstentions? 5 abstentions. La création des postes est approuvée. Je vous en remercie. Alors, les 2 points suivants concernent l'évolution, la mise en place d'une évolution légale. Comme dans le secteur privé, une évolution similaire a eu lieu avec... on a fondu les comités d'entreprise et les CHSCT. Là aussi, il s'agit de constituer une nouvelle entité qui est donc de créer le comité social territorial qui réunira l'ancien comité technique et le CHSCT de la commune. Et donc, nous aurons 2 délibérations. Une première délibération pour la création du comité social territorial et la deuxième délibération pour décider et valider la création, le nombre des représentants du personnel qui siégeront au sein de cette nouvelle entité. Est-ce qu'il y a... on fera 2 délibérations, mais je vous propose qu'on évoque quand même les 2 sujets. Est-ce qu'il y a des questions ou observations sur ces 2 délibérations? Monsieur Perrin. Alors, sur la délibération 11, il est marqué « vu l'avis du comité technique ». Quel était l'avis du comité technique? J'imagine favorable? Voilà. Il fallait que ce soit... Donc, vu l'avis favorable, j'ai manqué de vigilance parce que je trouve que c'est bien de le préciser aussi. Bah oui. Sinon, ça sert à rien. C'est bien de le préciser, sachant que le conseil municipal reste libre, conserve son libre arbitre. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Écoutez, je vous propose donc d'abord de délibérer sur le point numéro 11 et la création du comité social territorial. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Et sur le point 12, donc pour la création, donc là, ce CST sera composé de 2 collèges, donc d'élus et 2 représentants personnels. Et donc là, il est proposé de conserver le même nombre de sièges que pour le CT, soit 4 représentants titulaires et 4 suppléants. Donc sur cette composition et cette représentation des personnels de la mairie, point 12, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Alors avant d'aborder le point 13, au point 14, nous avions prévu de faire un point d'information sur l'analyse des besoins sociaux, mais en fait on a eu une incompréhension et puis l'analyse des besoins sociaux qui a été réalisée et qui a fait l'objet d'une délibération au sein du CCAS n'a pas pu vous être diffusée avant le Conseil, donc on reporte ce point pour que une présentation soit faite après que vous ayez eu communication. Alors, vos groupes en ont eu connaissance puisque vous avez un représentant de chacun des groupes au sein du CCAS,
mais et c'était une demande expresse de M. D. Oliveira. Le document, qui est une démarche qu'on souhaite valoriser bien sûr, sera diffusé avant qu'il soit présenté au Conseil. Donc le point sera reporté à un prochain Conseil. Donc, nous arrivons à un point d'information et je vais sur la démarche d'extinction des éclairages publics et je vais laisser la parole à Madame Mélanie Moussour pour nous le faire, ce point d'information. Donc, comme vous le savez, la commune a mis en place, dans le cadre d'une expérimentation, une extinction de l'éclairage public en cœur de nuit, donc exactement de minuit à 5 h du matin, et ceci afin de réduire la pollution lumineuse et puis ses impacts en termes de changement climatique, de préservation de la biodiversité, mais aussi de santé. On a, dans le cadre de cette expérimentation, échangé au sein du groupe développement durable qui était favorable à cette expérimentation. On a également mis en place un sondage et une réunion publique. Il se trouve que les retours sont très favorables vis-à-vis de cette extinction en cœur de nuit, y compris pour aller plus loin dans les efforts de réduction de la pollution lumineuse. Et après en avoir discuté lors de la dernière réunion du groupe développement durable et environnement, on est tous tombés d'accord sur l'idée de suivre cette dynamique d'ACOT pour à la fois pérenniser l'extinction de l'éclairage public en cœur de nuit, mais aussi de prolonger en fait la durée d'extinction de minuit à 6 h du matin afin d'avoir encore d'atténuer d'avoir un impact encore plus positif sur la biodiversité. Tout en ménageant aussi la vie nocturne des habitants et des habitantes en n'avançant pas plus avant. Donc voilà l'information. Donc le compte rendu du groupe développement durable et environnement sera prochainement mis en ligne. Vous pourrez voir un petit peu les échanges qu'il y a eu à ce sujet. Et le compte-rendu de la réunion publique est d'ores et déjà disponible en ligne. Voilà. Et je compléterai en disant qu'on ne s'arrêtera pas là pour contribuer à réduire la pollution lumineuse. Donc on va continuer nos efforts à travers le renouvellement des équipements et des réflexions à pouvoir réduire les impacts de cette pollution-là. Vous avez eu nombre de personnes à la réunion publique ? Non, on a eu 10 personnes. Les 10 9 femmes et un homme. Les 10 étaient favorables ? Non, 8. 80%. 8 sur 10. Et des personnes qui n'étaient pas favorables, c'est pour quelle raison ? Des ressentis vis-à-vis de la sécurité. Par rapport au train, de la sécurité en général ? Beaucoup par rapport à la visibilité en tant que piéton. C'est surtout ça qui est ressorti, y compris dans le cadre du sondage. Voilà. J'ai discuté avec ces deux personnes, c'est quand même un sentiment d'insécurité, mais plus général. Ce sont des personnes qui ne se déplacent pas dans les horaires d'extinction, mais qui s'inquiétaient du fait qu'il y ait une extinction dans la ville, même en étant chez eux. C'est ce qui a été exprimé à cette occasion-là. Maintenant, on a eu... ça a repris un questionnaire qui, lui, était beaucoup plus large, dont on a repris les statistiques, et on a bien vu que, et ça a été exprimé à cette occasion-là, et à notre surprise même d'ailleurs, la demande allait plus vers une extension des durées d'extinction plutôt qu'à leur réduction. Donc il y avait des gens qui étaient très contre et qui l'ont manifesté, mais il y avait quand même beaucoup plus de gens qui étaient très favorables, voire très très favorables, et en allant au-delà de ce qui avait été proposé. Pour être exact, il y avait
des personnes qui ont répondu au sondage qui étaient très favorables ou favorables à l'extinction. Et ce qui était intéressant... Et encore plus qui étaient favorables à la prolongation de la durée d'extinction. Plus de 250, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, parce que c'est une démarche qui s'est faite sur le long terme. Il y a eu cette réunion publique, mais tout n'a pas porté sur cette réunion publique. C'était une réunion publique et un rendu de toutes les démarches antérieures. Ça fait des mois qu'on a initié cette expérimentation, qui a eu un travail. Moi, j'ai vu Mélanie, Emmanuel avec leur questionnaire au marché de Noël, à différentes manifestations au marché. Enfin, on a essayé vraiment d'aller au contact des habitants, de susciter les interpellations. Et je pense que, en tout cas, ce qui était intéressant dans le retour que je peux faire de cette réunion publique, c'est qu'elle manifestait l'intérêt de faire fonctionner l'intelligence collective et que les gens même ceux qui étaient un petit peu jusqu'au boutiste pour éteindre même beaucoup plus, ont quand même manifesté leur compréhension de ceux qui souhaitaient éteindre moins. Enfin, il y a eu quand même un accord et une démarche de consensus qui s'est construite au moment de cette réunion et qui est, j'espère, le reflet de ce qui est passé, parce qu'on n'est pas allé jusque sur les solutions les plus jusqu'au boutiste. Maintenant, voilà, on met ça en place, et puis on n'est pas, je dirais, des innovateurs, parce que c'est une démarche qui est déjà très largement initiée juste à côté de Bois-le-Roi, sur le territoire du parc régional du Gâtinais, qui a déjà initié ça. Il y a très nombreuses communes, y compris des communes de notre agglomération, qui sont sur ce mode de fonctionnement. Nous suivons ce mouvement-là. Les derniers échanges que j'ai eu l'occasion d'avoir avec la DDT et les services de l'État, ils manifestaient que c'était un sujet de préoccupation très fort qui allait se répercuter et que nous aurions sans doute l'occasion de voir dans les années à venir des réglementations. On a déjà certaines réglementations qui arrivent, mais qui sont assez légères, pour qu'on n'éclaire pas le ciel, que ce soit dirigé vraiment uniquement vers le sol. Mais il y aura d'autres contraintes encore plus fortes qui vont se réaliser. Voilà. Alors, moi, j'avais demandé, mais je crois qu'ils sont en train d'être imprimés, à ce qu'on vous diffuse. Alors, c'est un projet de compte rendu, puisqu'il a été soumis, donc la dernière réunion du groupe de travail, le compte rendu a été préparé, il a été soumis aux membres pour qu'ils émettent leurs observations. Donc on va vous le diffuser à titre de projet pour votre information, parce que d'abord il faut valoriser aussi ce travail, qui est un travail de concertation, de sollicitation, d'association, de BACO ayant manifesté un intérêt et une implication dans les sujets environnementaux. Donc c'est un lieu de concertation et d'échange qui s'appuie sur d'autres concertations, parce que la démarche de concertation qui a été faite sur l'éclairage public a donné un résultat, et on voit bien qu'il a permis de mobiliser et de solliciter l'intérêt des habitants. Et je profite, puisqu'on vous diffuse ce compte-rendu, pour évoquer un autre point qui a été évoqué dans le cadre de ce groupe de travail et qui apparaîtra bientôt dans les décisions municipales. C'est la réflexion sur la mise en place d'une démarche de concertation Bois-le-Roi 2030. Une démarche de concertation qui s'inscrit dans la continuité de l'action municipale, qui vient on se souvient tous de la très forte mobilisation des habitants à l'occasion de la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme. On y avait répondu de manière très concrète en faisant évoluer ce projet jusqu'aux dernières minutes avant la délibération de septembre, mais on a bien senti tous qu'il laissait quand même un certain pan de réflexion auquel il était nécessaire d'apporter des réponses.
Et donc, un souci aussi par rapport aux enjeux auxquels on va se trouver confronté, puisqu'il faut préparer la mise en place du PLUI, des enjeux en termes de besoins d'équipement collectif, de préservation de l'environnement, de la limitation de l'artificialisation avec les objectifs ZAN qui vont être portés sur la commune, et un besoin aussi général au niveau de la commune. Donc, dans ce cadre de ce projet, et au regard même en appréciant la qualité des démarches de concertation qui sont réalisées et qui nécessitent un travail très important et une implication très importante des élus, on sent qu'on arrive un petit peu aux limites de ce qu'il nous est possible de faire au titre de notre investissement et de l'investissement des services. Et donc, il a été décidé de s'appuyer sur l'expertise d'un bureau d'études qui soit spécialisé dans ces démarches de concertation, dans ces démarches là encore, de mobilisation de l'intelligence collective pour trouver des solutions qui ne soient pas simplement des solutions décidées d'un côté par les élus ou décidées d'un autre côté par quelques petites associations, mais au contraire d'aller chercher, de mobiliser aussi un certain nombre d'habitants, et on se rend compte qu'avec un certain nombre de mécanismes, on arrive à mobiliser des gens qui ne se sentent pas légitimes dans leur réflexion, alors qu'en fait, ils portent une réflexion extrêmement intéressante. Et l'exemple, par exemple, j'oublie son nom, mais du comité qui avait été sollicité au niveau de l'État pour la réflexion sur l'environnement, nous a apporté un petit peu le fait que des gens qui n'avaient pas une légitimité de l'élection ou autre avaient une légitimité et arrivaient à porter une réflexion extrêmement intéressante. Donc on veut initier cette démarche sur la commune. Je pense que c'est une attente très forte de la part des habitants, une ambition qu'on leur porte d'y répondre. Ce choix s'est porté sur un bureau qui s'appelle, un accompagnant qui s'appelle Écologie urbaine et citoyenne, sur laquelle on a pris beaucoup d'informations et on a eu beaucoup de retours extrêmement positifs. On avait sollicité trois bureaux d'études, il n'y en a que 2 qui nous ont répondu, des offres complémentaires, mais l'offre d'écologie urbaine et citoyenne présentait vraiment une réponse une capacité de répondre à l'ensemble du spectre des sujets de préoccupation des habitants et d'accompagner cette démarche de manière très, très qualitative. C'est pourquoi nous avons formalisé ce choix. Voilà, donc sur l'ensemble de ces points, bien sûr, n'hésitez pas à inscrire l'heure du jour, mais comme on vous présentait le compte-rendu, il nous semblait légitime aussi de l'évoquer. S'il y a des questions ou observations, certains d'entre vous participent, et l'ensemble des groupes sont représentés aussi dans le groupe développement durable, donc il n'y a rien de secret, on élargit l'information à l'ensemble des membres du Conseil, mais elle était déjà largement donnée. Donc voilà. Monsieur Blondaz. Lors du groupe du développement durable auquel vous participez, il y a eu un certain nombre de remarques, en particulier sur les conclusions de cette démarche. Et si les conclusions de cette démarche deviennent contradictoires par rapport aux objectifs du département ou de la commune en termes de construction, en termes de densification, etc., on peut tous poser la question, qu'est-ce qui va se passer finalement? Parce que s'il y a toute une concertation qui est faite pendant 1 an et qu'au bout du compte, cette concertation n'est pas suivie parce que ça vient à l'encontre de ce que le département ou de ce que la municipalité souhaite faire, ça peut être compliqué. Alors, et déceptif, c'est une remarque assez générale que tout le groupe a relevé. Le département n'a pas forcément d'objectifs ou particuliers sur ces points-là. La région, elle, a dans ses compétences l'organisation du territoire, notamment dans le cadre du schéma directeur de la région Île-de-France, qui est en cours de révision, mais il y en a un qui existe et qui prévaut aujourd'hui. On a, nous, un certain nombre d'obligations qui sont aussi des obligations de l'État, par exemple la loi SRU ou d'autres obligations. Donc, l'idée aussi de cette démarche et l'intérêt de cet accompagnement qui réunit des spécialistes en urbanisme, on va avoir en fait non pas une personne qui va s'occuper de tout, mais plusieurs spécialistes qui viendront se focaliser sur les sujets et qui viendront rappeler, et je pense que c'est important qu'il y ait cette médiation-là,
qui viendront rappeler aussi les contraintes et le champ des contraintes, parce que notre objectif, bien sûr, n'est pas d'être déceptif, mais c'est de rappeler, d'expliquer, de faire de la pédagogie sur le champ des contraintes dans lequel on s'inscrit. Le ZAN, c'est une contrainte. Le schéma directeur de la région Île-de-France, c'est une contrainte. Ok. Donc, clairement, il faudra reprendre ces éléments-là, mais on aura des gens aussi qui les maîtrisent, et pas seulement les élus, mais qui en ont une expérience professionnelle. Et l'idée, c'est que ce champ des contraintes, il soit bien pris en compte. Et ensuite, on voit l'objectif des habitants. Et là, je vais être très clair, nous, notre objectif, il n'est pas de faire quelque chose contre la vie des habitants, mais plutôt, justement, de générer cette énergie et intelligence collective, et de permettre de développer des solutions auxquelles peut-être on n'aurait pas forcément dans notre coin eu l'idée ou l'ambition, et de les prendre en compte. Donc moi en tout cas, si jamais enfin, j'imagine pas qu'il y ait des contradictions entre les ambitions de la commune et ce projet-là. Ensuite la question sera de savoir comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre. On a nos limites aussi, des limites financières, un certain nombre de contraintes, mais il faudra qu'elles soient prises en compte dans le cadre de cette concertation. Comment est-ce qu'on arrive à produire un projet qui soit le mieux adapté possible, comme on le fait, en associant... Là, toutes nos démarches de concertation, elles s'inscrivent à chaque fois, elles sont ponctuelles, sur les petites réunions de quartier. Il y avait encore une réunion qui se tenait ce soir sur les sujets de mobilité. On associe un certain nombre de personnes. Il en émerge toujours quelque chose d'intéressant. Je vous dis, par exemple, les résultats de la concertation sur l'éclairage public nous a apporté des résultats qui nous ont surpris. Mais là encore, laissons-nous surprendre par cette intelligence collective. Elle nous apportera des solutions qui seront les plus adaptées, je l'espère, aux habitants. Et notre volonté, c'est pas de faire monter quelque chose pour créer un phénomène déceptif. C'est un des risques, effectivement, de ce projet. Et il nous faudra être très vigilants pour ne pas y arriver. Mais je compte bien sûr sur la vigilance, non pas seulement la nôtre, mais la vigilance de l'ensemble des personnes autour de cette table et de l'ensemble des habitants qui seront associés à ce projet. Aujourd'hui, par exemple, c'est pareil, je reprends c'était la Convention citoyenne, la Convention citoyenne qui a travaillé sur les sujets environnementaux, a bien exprimé, et elle l'a fait avec force. Et on a bien pu mesurer que si certaines de ces propositions étaient rentrées dans la loi, les gens de la Convention citoyenne ont bien expliqué le delta qu'il y avait entre les projets qu'ils avaient faits et les réalisations et l'inscription dans les textes. Et cet écart-là, il était extrêmement intéressant et éclairant, et ces personnes ont fait des conférences, ont expliqué très largement. Eh bien, c'est une démarche de transparence et de clarté à laquelle on est tout prêt à se prêter. Madame Gir. Si vous faites référence à la Convention citoyenne sur le climat, on risque d'avoir peur d'être déçu. Parce que franchement, quand on voit le travail qui a été fait et comment ont été écartées la plupart des lois, en particulier sur la forêt, c'était avec cette expérience-là qui avait été évoquée la question, c'est-à-dire qu'on veut faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'il faut faire mieux que ça. C'est-à-dire que je crois à la concertation, je pense qu'il est nécessaire, c'est-à-dire ce projet de vouloir que les habitants de Bois-le-Roi se projettent sur ce qui va se passer en 2030, sur ce qu'ils souhaitent qu'il se passe en ayant les contraintes. Vous avez tout à fait raison de préciser qu'il faut connaître aussi le contexte. Mais l'expérience de la Convention citoyenne sur le climat, je pense qu'il faut qu'on fasse mieux en utilisant ce qui s'est passé. Parce que, honnêtement, si vous me dites que c'est la même chose, j'ai très 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 peur. Bah, écoutez, c'est une peur que vous ne devez pas avoir. Et détournez pas mon propos. Je préfère. Laissez-moi terminer. Ne détournez pas mon propos. En tout cas, et je pense que chacun a pu voir que cette démarche de convention citoyenne, ce qu'elle a produit était extrêmement intéressant, et c'était une démarche, à mon avis, qui était tout à fait exemplaire. Ensuite, effectivement, il est du rôle des élus et de leur responsabilité, et là, ce sera la responsabilité, ce sera autour de cette table que nous sommes les élus. Et donc, écoutez, donc voilà, j'ai pas de problème, on sera tous comptables de la manière dont ça se passera et des suites qu'on y donnera. Nous avons reçu des questions. Question 40.
23, évolution du dossier Fossel. Lors de la séance du 5 avril dernier de notre Assemblée, M. le maire a fait lecture de sa lettre au propriétaire de la parcelle Fossel appelé à être cédé. La question est quelle réponse M. le maire a-t-il reçue de la CCAS et CMCAS? Alors, je n'ai reçu aucune réponse formelle à ce jour sur cette lettre. Ce que j'ai compris des échanges que j'ai pu avoir, c'est qu'a priori, il ne sera pas donné suite à notre offre. C'est ce que nous craignons, oui, effectivement. La rumeur enfle dans Bois-le-Roi, disant que ce serait le groupe Corian qui serait choisi. Question suivante. Confirmez, vous ne confirmez pas? Vous savez, vous confirmez? Vous m'avez posé une question. Vous répondez à la question. Eh bien, écoutez, vous avez évoqué une rumeur. Oui. Moi, je ne suis ni là ni pour les infirmer, ni pour les confirmer, tant que je n'ai pas d'éléments qui me permettent de le faire. Donc, je vous ai dit que j'avais eu aucune réponse formelle. D'accord. Je vous le confirme. Vous n'avez pas de réponse formelle. Voilà. Donc, vous participez vous évoquez une rumeur. Je ne peux pas répondre sur cette rumeur. Non, mais vous auriez pu avoir des éléments invalidant la rumeur ou la confirment. Question 44. La commune est susceptible d'ester en justice, c'est le terme, ou voir sa responsabilité impliquée par un tiers plaignant. Donc, la question est quelle est à ce jour la liste des contentieux dans lesquels est juridiquement engagée la commune, soit dans une forme, soit dans une autre, et quel est l'état d'avancement de ces contentieux? On a effectivement un certain nombre de contentieux. Vous évoquez le fait qu'on est susceptible d'ester en justice. On se rend compte que sur l'ensemble de ces contentieux, il ne s'agit pas d'actions engagées par la commune, mais d'actions qui sont intentées contre la commune. Je dirais qu'il y a plusieurs catégories de contentieux. Un contentieux politique, par exemple, que vous connaissez un petit peu, qui est la procédure engagée par vous-même et Madame Gir à l'encontre de la commune et contre la délibération qui a voté la délibération du budget primitif de 2020. On a un contentieux aussi qu'on a régulièrement évoqué, qui est le contentieux de la rue de Seine. On a un autre contentieux que je considère lui aussi un peu comme politique, qui est diligenté par Madame Martin Delory et consorts contre la médiathèque contre le permis de construire de la médiathèque. Et puis on a plusieurs contentieux qui sont plus des contentieux d'urbanisme. Et il s'avère que quand on prend une décision d'urbanisme, quand on l'accepte, on est parfois à l'objet de l'ire de ceux qui sont à côté et qui la refusent. Et quand on la refuse, on fait l'objet de l'ire de ceux qui l'avaient demandé. Donc on a un petit peu les différents cas. Des gens qui nous avaient demandé des choses qu'on leur a refusées suite à l'avis de la commission d'urbanisme et qui nous le reprochent, et l'inverse. Donc on a, au total, il y a 6 contentieux, en cours. En attente de premier jugement. Ouais. Question suivante. Alors on la connaît celle-là. Vous voulez pas la poser? Camille? Je vais la poser. Comme ça change un peu. Ah, ça change, mais c'est la même. Hein. Question 45, c'est la question 1 bis. Sur le recensement des votes exprimés. Oui, on connaissait votre réponse précédente. Donc, je parle beaucoup. Vas-y, c'est toi. Je ne tiens pas spécialement à parler. Quand l'incorrection va jusqu'au sein du groupe, c'est dommage. Monsieur Perrin, je vous prie de laisser la parole à Madame Gilles. Merci, je lui laisse. Il faut bien qu'on plaisante. Donc les délibérations, c'est au sujet des recensements des votes exprimés au sein du Conseil. On en a parlé en début de séance. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. On rappelle le texte du CGTC qui dit et qui permet de dire que calculer une majorité absolue suppose donc que soit appréhendé le nombre total des suffrages exprimés et que soit dès lors connu et respectivement dénombré abstention et votant. Le terme suffrage exprimé signifie implicitement que le vote relève du libre arbitre de chaque conseiller et ne peut constituer un bloc présumé pour chaque scrutin.
Donc en fait, il y a plusieurs types de vote, mais pour le vote à main levée, l'opinion est exprimée par un lever de main à la question posée par le président de séance. Qui est contre, qui s'abstient, qui vote pour. Pas nécessairement dans ce sens-là. L'opinion du Conseil doit explicitement se manifester par les moyens réglementaires. Elle ne peut être aliénée ou supposée. Notre règlement intérieur le mentionne. Donc notre question est pourquoi cette règle, notre règlement intérieur, n'est-elle pas systématiquement appliquée? Bien. Écoutez, c'est moins une question qu'une affirmation finalement, puisque vous affirmez que le règlement intérieur n'est pas respecté. Une analyse que je ne partage pas, comme je vous l'ai déjà indiqué, mais bon, vous êtes persistant dans vos questions, je suis persistant dans les réponses qu'on vous apporte. Notre analyse, c'est que l'important, c'est surtout que les votes soient clairement identifiés, et ils le sont, conformément au CGCT et au règlement intérieur du Conseil municipal. Je me permets quand même de dire qu'en début de séance, nous avons montré que ce n'était pas systématiquement le cas, parce qu'en faisant comme vous souhaitez le faire, c'est-à-dire ne jamais voter, ne jamais faire voter au moment où c'est les votes de la majorité qui sont exprimés. En fait, la majorité ne s'exprime pas réellement, elle s'exprime par déduction. Madame Gir, on a déjà évoqué ces sujets-là. Vous me permettez de finir? Le jour, et ça vous est arrivé le dernier conseil, où vous avez omis de demander qui s'abstient, vous n'avez pas respecté la règle. La façon d'éviter ce type de choses, c'est de systématiquement demander les pour, les abstentions et les contre. J'entends cela, Madame Gir. Je pense que là aussi, sur l'ensemble de ces votes, l'expression était claire, visible pour tous. Je pense que, enfin voilà, bon après, vous remettez en cause, vous voulez qu'on initie quelque chose sur Bois-le-Roi. C'est ce mode de scrutin de délibération qui est écrit dans les textes et dans les règlements intérieurs, s'applique dans quasiment toutes les communes de France et de Navarre, les agglomérations, etc. Donc c'est pas comme si on faisait quelque chose, c'est pas comme si on faisait quelque chose qui ne se faisait nulle part ailleurs. On fait quelque chose qui est très clair, qui est apprécié et validé. Ce que nous demandons, c'est que vous donniez le nombre de pour, le nombre d'abstentions et le nombre de contre systématiquement. C'est-à-dire vous les énonciez. Bien. Je ne suis pas bon en calcul mental. Vous voulez me mettre en défaut à chaque fois. Vous pouvez vous faire aider. Là encore. Donc, écoutez, l'ensemble des questions ayant été vues et des réponses y étant été apportées, je vous propose d'évoquer l'agenda des manifestations à venir. On commence par le 14 mai. Avec le salon de février, qui aura lieu de 9h à 17h, dont le thème est favoriser l'autonomie et accompagner les aidants. Il y aura en fait tout le salon va se dérouler du côté de l'école Olivier Métra. Il y aura donc une partie salon dans le préau Olivier Métra et une partie conférence et animation qui se déroulera dans le service restauration et en fonction du temps, mais a priori il devrait faire beau, dehors au Clos Saint-Père. Donc pour rappel, on aura une conférence avec France Alzheimer Seine-et-Marne pour faire un point sur les difficultés que rencontrent les aidants. On aura une conférence Mobilisons-nous auprès des personnes âgées isolées ou en situation de précarité multiple avec les petits frères des pauvres qui viendront effectivement montrer comment on peut s'engager au quotidien pour venir en aide notamment auprès des personnes isolées. Enfin, il y aura une conférence L'amour à tout âge qui est l'occasion d'aborder sans tabou la sexualité des seniors et des personnes handicapées. On a prévu quelques animations bien sûr aussi. Un atelier de yoga du rire, un atelier de sophrologie, un atelier d'improvisation et en fin de journée, un atelier chocolat maison avec Romuald, tout le monde connaît. Et donc voilà, et je vous invite bien entendu à venir nombreux samedi pour partager avec nous ce moment de réflexion, mais aussi, je pense, autour des animations, de loisirs aussi un peu. Voilà. Ce dernier atelier, en tout cas, me donne l'envie d'assumer le poids des années qui pèsent et de rentrer à la catégorie des seniors.
faire l'atelier chocolat en tout cas. À l'issue, donc je remercie parce que c'est organisé par le CCAS de la commune. Les services et la ville de Olivera ont travaillé beaucoup et ça mobilise aussi beaucoup d'associations. Et on espère que ce salon de Bienveillir édition 2022 aura le succès mérité au regard de l'énergie qu'on y a consacrée. À l'issue de cette journée, ceux qui voudront exercer leur talent pourront aller, alors c'est une manifestation associative, à la soirée karaoké qui est organisée par le bar Baco. Alors là, on pourra mettre de la réverb à fond. C'est une plaisanterie pour nos charmants techniciens de Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine, qui, j'espère, le prendront avec humour. Samedi 21 et samedi 22. Le 20, pardon, il y aura une masterclass organisée donc, dans cette même salle avec Nicolas Agulot, qui est un chef d'orchestre. Donc on sera ravis d'accueillir dans le cadre de la masterclass. C'est ça, à 20h30. À 20h30, voilà, le 20. Les 21 et 22, donc là, Emmanuel peut-être. Oui, une synthèse, hein. Oui, on dit tout. Je peux vous dire tout le programme parce qu'il tient sur 4 pages. On l'a eu dans les... Voilà. Mais troisième édition pour Bois-le-Roi Fête la Nature. Donc on est très content de poursuivre cette aventure et qui va se dérouler donc sur le week-end en entier, donc samedi et dimanche, les 21 et 22 mai. Au programme, alors grâce aux associations, puisque c'est les associations qui participent et qui finalement proposent des animations, nous avons un programme très chargé et très fourni, très attirant. Donc c'est aussi bien pour les petits, donc il y aura des spectacles, des concerts, des activités bien sûr en lien avec la nature, des promenades, des balades comptées. Donc c'est surtout le week-end, donc réservez ce week-end, il y en aura pour tous les goûts. Et on vous invite bien sûr à venir nombreux. Une manifestation qui s'inscrit dans la durée. Moi je me souviens de la première édition qui était déjà très sympa. Tout à fait. Et maintenant les gens s'habituent, ça devient un rendez-vous. C'est devenu un rendez-vous annuel et on a essayé pour cette édition de concentrer un petit peu les lieux. Donc ça sera principalement sur les carrés potagers, sur le Clos Saint-Père, une visite aussi au château de Brol, église Saint-Pierre, île de loisirs et mairie. Alors sur ce week-end chargé de manifestations sympathiques, je vous invite aussi pour le 22 mai, donc le dimanche 22 mai à 10h, à l'inauguration d'une stèle qui sera installée sur la plage Jeanne Platet. C'est l'issue d'un travail mémoriel qui a été réalisé, initié notamment par Madame Michèle Sadiot, qui était élue déléguée au patrimoine, qui est très investie aussi dans la partie patrimoine de l'association Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine, avec les représentants de la communauté juive de Fontainebleau, et se sont agrégés énormément de personnes sur ce sujet-là, en fait, qui ont permis de voir. Alors on avait conservé bien sûr la mémoire de Jeanne Platet, qui avait été déportée suite à une dénonciation. Mais en faisant ce travail, on a compris et remis en lumière le fait qu'un certain nombre d'autres personnes avaient été déportées depuis Bois-le-Roi, ou des personnes qui étaient à Bois-le-Roi et qui avaient été déportées à l'issue de leur séjour sur la commune. Et il nous semblait important de les associer, avec Jeanne Platet bien sûr, dans un travail de mémoire, et donc de réaliser une stèle qui sera inaugurée ce jour, le 22. Ils ont travaillé aussi beaucoup de personnes. Je remercie aussi la compagne de M. David de Oliveira, Mme Lauvergeon, qui a participé, qui travaille au mémorial
la Shoah et qui a participé à ce travail, à la confirmation des noms, en faisant des croisements de sources, et un travail extrêmement important, parce qu'on voulait aussi que ce soit quelque chose qui porte du sens. On a sollicité, on a invité un certain nombre de personnes au niveau de l'agglomération, les personnes qui ont été associées à ce travail mémoriel au niveau de la commune. On a des réponses extrêmement nombreuses. Et donc, bien sûr, alors j'invite les habitants, mais j'invite aussi tous les membres du conseil municipal à se joindre à cette inauguration, et qui viendra enrichir, puisqu'on le fait tous les ans, la commémoration qui se tient normalement, je crois, le dernier dernier dimanche d'avril, qui avait été avancé au vendredi 22 avril cette année, mais c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à caler, parce que avec le jeu avec l'effet des élections, cette date a été avancée de manière avec une information très, très rapide. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi cette date. On aurait voulu rassembler des événements, mais ensuite, dans cette commémoration, on pourra associer Jeanne Platet et l'ensemble des personnes qui seront rappelées sur cette plaque. Donc voilà, je vous invite, c'est le résultat d'un travail important, et c'est un travail de mémoire tourné vers les victimes qu'il ne faut pas oublier et auquel je vous invite. Pour compléter, le week-end suivant, donc là, on revient sur des activités un peu plus ludiques, avec une nouvelle édition du rendez-vous au jardin qui se tiendra donc là le dimanche 5 juin. Le 5 juin, deuxième édition. Nous allons, donc, des particuliers vont ouvrir les portes de leur jardin, et donc ceux qui le souhaitent pourront visiter et partager leur amour des plantes ou leurs bons conseils. Voilà, c'est une activité c'est un rendez-vous qui se fait dans pas mal de communes de France, et on a souhaité s'associer et participer. Il y a une conférence sur la phytothérapie qui est organisée par la bibliothèque. Monsieur Perrin, ne me demandez pas ce que c'est que la phytothérapie, vous chercherez, moi je ne sais pas. Donc c'est organisé le 10 juin 2022 à 18h30. Un atelier... C'est Eric Azaraï. Oui. Bon, écoutez, merci de le préciser, mais visiblement l'agenda est très fourni, donc il faut rajouter cette date-là. Toutes les dates que j'évoque aussi, bien sûr, sont reprises dans l'agenda communal sur le site. Un atelier découverte du Douyin, alors là aussi, ne me demandez pas ce que c'est, qui est organisé là par... C'est encore organisé, c'est une manifestation associative. Le 12 juin, écoutez... J'inviterai les élus à venir voter, bien sûr, mais participer à la tenue des bureaux de vote pour le premier tour des élections législatives. Je souhaite non seulement y associer les élus, mais éventuellement les habitants, parce qu'on a toujours besoin de bonne volonté pour être assesseur. Donc voilà, le 12 juin et un second tour qui se tiendra le 19 juin, donc là aussi pour ces deux dates. Entre les deux, le 17 juin, donc ce sera la fête de la musique. La musique, donc, nous débutons un peu moins, 8h45, place de la Cité, cette année, ce sera place de la Cité et... le jour des élections, c'est peut-être une très bonne idée. Oui, mettra à côté du Clos Saint-Père. Voilà, un atelier d'écriture organisé par la bibliothèque le 18 juin. Le 25 juin... Voilà. L'Olympisme pour la deuxième édition, avec des animations de 14h à 18h, avec un stand de santé, et puis plein d'animations sportives toute l'après-midi. Le programme est en cours d'élaboration. Voilà. Un après-midi jeu qui est organisé le 25 juin. Et alors forcément, comme je ne respecte pas l'ordre, le 26 juin, il y a le loto de l'âge d'or. Et le 12 juin, alors on revient un peu dans le temps, sera organisée une journée des mobilités, donc le jour des élections,
avec pas mal de manifestations. Monsieur Lavac n'est pas là malheureusement avec nous pour nous l'expliquer. Enfin, principalement situé aux alentours de l'école Guillet. Voilà. Et notre prochain conseil municipal se réunira le 30 juin. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, l'ordre du jour du conseil étant clos, je lève la séance et vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour les élections. Je suis Patrick qui était moi alors. La prochaine fois que Patrick n'est pas là, on a lu le conseil. Du quoi?